yawa yawa na dingawa. Ngauto pasinya. Nele pasinya. Ngauto pasinya ngole komle. Ngauto pasinya yawa yawa ni yawa. Je vais m'asseoir à côté du professeur. Parce que là, quand, au fur et à mesure vous avez vu, l'ambiance est en train de monter. Ça veut dire que nous, on va venir tout doucement, on va s'asseoir. Et puis après, on va donner la parole à notre invité qui va nous raconter, partager avec nous la belle histoire de ce soir. Nestor. Au commencement était Makboy, l'être suprême. Makboy créa la terre et le ciel. Makboy créa les poissons pour mettre dans l'eau. Makboy créa les oiseaux pour mettre dans les arbres. Makboy créa aussi les insectes pour les mettre dans l'air. Makboy a tout créé et puis il créa les hommes. Il dit, comme nous avons créé les hommes, les arbres, les animaux, l'eau, le ciel et la terre, créons l'homme à notre image et mettons-le comme chef sur tout ce qui se passe. Au début, toute la terre était paradis. Tout ce qui vit et qui se meut croyait en Makboy et tout était parfait. Tu pouvais mettre ta main comme ça et puis une pintade saute dans ta main, tu viens à la maison, tu prépares. Tu pouvais simplement plonger ta main dans l'arbre et les fruits cherchent eux-mêmes ta main pour venir entrer dans ta bouche. Tu pouvais simplement plonger ta main dans l'eau et les poissons se battent pour entrer dans ta main. Mais les hommes sont les hommes. Ils commencèrent par faire des choses que Makboy n'aimait pas. Les hommes sont les hommes. Ils commencèrent aussi par ne pas respecter les lois de la nature de Makboy. Et au commencement, Makboy aussi avait créé quelque chose, une toute petite chose qui avait le grand pouvoir, un grain de sésame. En créant ce grain de sésame, Makboy dit à une famille, la famille de cet homme, ce grand homme que je nommerai tout à l'heure, il dit, de père en fils, ce grain vous servira un jour. Le jour où vous voyez que la terre n'est plus ce qu'elle est, enterrez ce grain, arrosez-le de 3 gouttes d'eau, et puis vous verrez ce que vous allez voir. Des années ont passé, des lunes se sont succédées, des nuits se sont succédées, des jours ont fait jour à des nuits. Un jour, les hommes ont abusé de ce que Makboy avait créé. Il y avait la sécheresse, il y avait la guerre, il y avait de l'inondation, il y avait la tsunami, il y avait tout ce qui comporte comme mot ce monde. Et les hommes étaient devenus tristes et malheureux. C'est en ce moment-là que la famille que Makboy avait choisi de leur remettre le grain de sésame avait décidé de dire au fils, au premier-né, de faire ce que Makboy avait dit. C'est-à-dire enterrer ce grain et puis ils verront ce qu'ils vont voir. Quand le fils aîné avait enterré le grain, il a arrosé de 3 gouttes d'eau. Et puis, un grand arbre aux gigantesques branches et aux racines monstrueuses était sorti du sol. Et puis, l'arbre montait de la terre jusqu'au ciel. Et le fils aîné qui avait sémé cet arbre avait emprunté le voie qui, se disent-ils, était tracé par Makboy. Il grimpa dans l'arbre, il grimpa jusqu'à il est parti voir Makboy. Quand il était auprès de Makboy, Makboy lui a donné une calebasse remplie de différents grains. Il dit, quand tu seras en train de descendre, voici une calebasse remplie de grains. Voici aussi un petit tam-tam. Quand tu auras choisi le bon moment pour dire que tu es déjà arrivé, tu taperas 3 fois sur le tam-tam. Et je retirerai la corde, c'est-à-dire cet arbre que je vous ai donné. Et l'homme, en venant arriver au milieu, avait vu que le monde était tellement vaste que sa seule famille ne suffit pas. Il dit, si à ce stade je frappe sur le tam-tam et que Makboy retire la corde, je risque de mourir. Mais les grains vont s'éparpiller partout dans le monde. Mais si je décide de descendre l'arbre jusqu'à en bas, et que je viens s'aimer ce grain dans ma famille, je vivrai et ma famille vivra, mais le reste du monde va vivre la misère.
cet homme avait décidé de taper 3 fois sur le tam-tam. Doum, doum, doum. Et Magboy, compromis, avait retiré sa corde. L'homme de là-bas avait dégringolé pour la terre. Et les grains se sont éparpillés. Quand la famille de cet homme s'était rendu compte que l'arbre avait repoussé sur terre, que la nourriture était en abondance et que les animaux faisaient ce qu'ils faisaient avant, ils se dirent que cet homme qui avait sacrifié sa vie pour que le monde vive était effectivement le fils aîné de cette famille. Ils vinrent là où l'arbre avait poussé et avaient retrouvé un crâne. Et comme une seule personne, ils crièrent « To my, to my ». Tout le monde avec moi. To. C'est l'homme qui avait découvert Thomas qui est ici. On applaudit, c'est l'introduction. Voilà, merci Nestor. Et puis voilà, en Afrique, quand le soleil se couche et fait place à l'obscurité de la nuit, avec le règne de la lune et des étoiles, les bois de chauffe s'allument devant la cage du sage, qui, installé au milieu de son public, contemple le ciel, boit un peu d'eau, racle sa gorge et vous dit bonsoir. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole au sage pour partager avec nous la plus belle histoire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je ne suis pas un conteur. Vous avez 2 professionnels, moi je suis amateur, on ne joue pas dans la même catégorie. Je vais vous proposer quelque chose dont le titre pourrait être « Vivre ses rêves ». C'est important. De la source de la Belle au désert du Djorab. Il était une fois une maman française qui habitait Versailles, dans une France en guerre. France divisée en 2 parties. Une partie au nord, la France occupée. Une partie sud, la France libre. Cette maman a décidé d'emmener naître son futur enfant en France libre. Et cet enfant, c'était un petit garçon qui est né à la campagne, dans un tout petit village, près de la source d'une très belle rivière. En effet, le nom de la rivière est la Belle. La source de la Belle, source du puits Rabier. Puits Rabier, c'est un lieu-dit. Mais les villageois ont l'habitude de parler de la source bleue. En effet, cette source, quand on la regarde, elle apparaît très profonde et l'eau y est très bleue. Il y a une légende autour de cette source et de cette rivière. Le seigneur du puits Rabier, un jour, il y a bien longtemps, souffrait de la sécheresse. Ces animaux ne pouvaient plus boire. Ces plantes ne poussaient plus. Il lui fallait de l'eau. Il était le père d'une très jeune et très belle jeune fille. Et il dit, si quelqu'un
me donne de l'eau, je lui donnerai ma fille en mariage. Un seigneur est arrivé, enfin, sous l'apparence d'un seigneur. En réalité, c'était le diable. Et le père a pactisé avec le diable en lui disant, si tu me creuses un puits et que j'ai une source, avant que le coq ne chante demain matin, je te donnerai ma fille en mariage. Le diable accepte. Mais le papa, qui avait un très joli coq dans la basse-cour, avait dit, il faudra que cette eau, je l'ai avant que le coq ne chante. Et dès que le diable a commencé à creuser, le seigneur du Puy-Rabier a fait chauffer du vin et il a fait boire du vin chaud au coq. Oui, c'est inhabituel pour vous, mais dans ce pays lointain, on a l'habitude de boire du vin chaud. L'hiver. En effet, le coq a chanté, il était minuit. Le diable s'est enfui et la légende dit que au moment où il s'est enfui, l'eau a commencé à couler et le tracé actuel, le cours actuel de la rivière, c'est le chemin tracé par le diable en s'enfuyant. C'est la légende de la source du Puy-Rabier. Le petit garçon a eu ce terrain de jeu, la belle, les champs, les haies, les bocages. Il était en brousse. Il vivait en brousse. Ce petit garçon avait même négocié avec sa grand-mère de ne pas aller à l'école. C'est sa grand-mère qui lui a appris à lire, à écrire, à compter. Et puis un jour, la guerre s'est terminée et le petit garçon a dû retourner avec ses parents, en l'occurrence à Versailles. Mais tout ce temps qu'il avait passé près de la belle, pendant tout ce temps, il était devenu un amoureux de la nature. Et c'est ainsi que ce petit garçon a fait des études de sciences naturelles, ce que vous appelez à l'heure actuelle sûrement le SVT, sciences de la vie et de la terre, au collège et au lycée. Et puis après ces études-là, le petit garçon a fait des études à l'université, à la Sorbonne. Puis un jour, il a été professeur à la Sorbonne. Ensuite, il a été professeur à Poitiers, à l'université. Et puis un jour, il a été au Collège de France. Et puis un jour, il a été dans le Djourab. C'est le même petit garçon. Le même. Le naturaliste de la belle. Dans le Djourab, il avait une équipe. Cette équipe a mis au jour d'abord
le premier préhumain connu au Tchad, Abel. Et puis, quelques années après, Toumaï, le plus ancien d'entre nous. Vous êtes, nous sommes tous des enfants de Toumaï. Nous partageons tous la même population d'origine. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai quitté le berceau. Je suis parti hors d'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai une couleur de peau un peu différente. Mais si j'étais resté là, comme vous, j'aurais la même couleur de peau. Bien sûr. C'est clair, tout cela montre. La science montre que nous sommes tous frères et sœurs. Mais la science est souvent brouillée avec ce que l'on a coutume d'appeler l'humanité. Il faut réconcilier la science et les humains. Il faut. Regardez, à la lumière de ce qui se passe à l'heure actuelle, à travers le monde. On vient de vivre une pandémie, la Covid. On est en train de vivre. Depuis quelques jours, c'est la guerre. Quelque part, en limite orientale de l'Europe, j'ai commencé cette histoire en vous parlant de guerre. Si je vous avais raconté une histoire il y a 15 jours, 3 semaines, je vous aurais sûrement dit que l'Europe, c'était finalement une grande chose qui empêcherait la guerre. Je me serais trompé. Je me serais trompé. Alors je crois qu'il est important, très important, que vous viviez vos rêves. Le petit garçon dont je vous ai raconté l'histoire brièvement a vécu ses rêves. Il a vécu ses rêves. Il est parti d'un tout petit village de même pas 100 habitants. Même pas. Et il se trouve que, monsieur le directeur de l'Institut français du Tchad, le hasard de la vie fait que lui et moi, on est de 2 petits villages voisins, à une 40aine de kilomètres au sud de Poitiers. Vivre ses rêves, les vivre, c'est important. Dans la vie, vous ne serez jamais plus fort, vous ne serez jamais meilleur qu'en vivant vos rêves. Regardez la chance que j'ai. Regardez, jeune comme je suis, je continue à vivre mes rêves. C'est formidable. C'est absolument formidable. Cette humanité qui tarde à se construire,
je crois, pour la réconcilier avec la science, il faut d'abord l'éduquer. École, collège, lycée, université, et puis médiation scientifique. Ici, l'Institut fait souvent de la médiation scientifique. Il faut que les gens se réconcilient avec la science. Il faut que les gens soient informés. C'est important, très important. Pour tout le monde, pour tous. Et je crois que quand on aura éduqué, médiatisé, la science auprès de tous les publics, jeunes et moins jeunes, ça aidera pour avoir une humanité plus responsable et plus solidaire. Parce que regardez, il faut qu'on ait de très graves problèmes pour qu'apparaisse notre solidarité. Regardez en Ukraine. D'un seul coup, il y a plein de solidarités qui se mettent en œuvre. Mais ça arrive déjà trop tard. Il va y avoir des milliers et des milliers de morts que l'on aurait pu éviter. Je vais conclure en vous disant, avec Toumaï, vous qui êtes au pays de Toumaï, vous qui devez être tous fiers d'être des enfants du pays de Toumaï, nous sommes tous frères et sœurs. Hors d'Afrique, c'est mon cas, nous sommes tous des migrants. Tous des migrants. Il nous faut construire une humanité mieux informée, plus responsable, plus solidaire. Et cette humanité solidaire, responsable, c'est elle qui deviendra alors l'humanité citoyenne de notre terre-patrie. Terre-patrie, je l'emploie au sens du sociologue français, c'est-à-dire l'ensemble de notre planète. Le sociologue étant Edgar Morin, qui a publié Terre-Patrie aux éditions du Seuil en 1993. Vive le Tchad, vive Toumaï. Merci. Merci, directeur, merci à Marie, merci à la médiathèque à travers Corentin, parce que vous sortez tous de la médiathèque, la plupart ici, parce que c'est l'heure du compte, le public de l'heure du compte, c'est les abonnés de la médiathèque, c'est pourquoi c'est des élèves, des étudiants, des gens. Et on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Parole des anciens, parole de vie, parole de sagesse. Ça veut dire, il dit, le petit, il a parlé du petit, 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 jusqu'à aujourd'hui, le petit et le jeune qui est devant vous. Ça veut dire que vivons nos rêves. Vivons nos rêves comme c'est beau à écouter, parce que quand tu vis ton rêve, tu racontes ton rêve avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce qu'il ne faut pas s'asseoir et puis dire que non, je n'ai pas pu vivre mes rêves parce qu'on m'a amené à vivre un autre rêve. C'est frustrant. Vivez vos rêves. Chacun doit vivre son rêve.
Nous, notre rêve aujourd'hui, on a vécu ici. On a toujours rêvé d'être compteur, on est resté compteur et aujourd'hui, on a l'honneur de partager. On ne savait même pas qu'un jour, on allait s'asseoir ici avec le professeur parce que son nom a fait le tour du monde. Toumaï, on a écouté, mais c'est un honneur pour nous de nous asseoir. Je sais que nous aussi, nous sommes à la une parce que nous, on apparaît dans la caméra là. Et vous qui avez participé ce soir, vous faites la une parce que aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de Toumaï, mais nous sommes avec Toumaï. Et vous allez sortir, vous allez raconter aux gens qu'on était avec le professeur. Beaucoup de gens ne vont pas croire. Faites des photos et puis après, vous allez dire aux gens, voilà la preuve. Les caméras qui sont là, demain, nous-mêmes, on va se regarder à la télé, on dit que oui, on était là. Et c'est sa vie ou son rêve. Et le jour où on a écrit cette histoire, on était tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et nous, ça nous touche énormément. C'est un collectif de conteurs. Nous sommes des jeunes qui, chaque jour, on vit notre rêve. Nous, on vit notre rêve sous cet arbre à palabre avec l'appui de l'Institut français. Et aujourd'hui, vous êtes venus partager avec nous votre rêve. Et continuez à vivre vos rêves, c'est important. Et merci. Pour titre d'information, on a écrit un conte sur Toumaï. Oui. Donc, je viens de le dire tout à l'heure là. Donc, s'il a un exemplaire pour vous donner comme ça. Ouais. Voilà. Merci bien. Et puis voilà, je ne sais pas, est-ce que, monsieur le directeur, sous votre contrôle, est-ce que, parce que les gens nous regardent dans les yeux, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est permis, c'est autorisé qu'on prenne une question ou bien c'est bon pour la soirée? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont une question ou bien à part. Voilà, comme on dit, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Ça veut dire que peut-être vous avez des choses en vous. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait bien poser une question? S'il y en a, on va essayer de prendre rapidement la question. S'il n'y en a pas, on va se dire, continuons par vivre nos rêves. Question, s'il y en a. OK, cher ami, l'habitué de l'heure du compte, le chef de classe. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir tout le monde. On est vraiment ravis d'être à côté de vous ou bien en face de vous, parce que c'est eux qui sont à côté de vous, c'est pas nous. Donc, mais si vous voulez, à la fin, on peut faire une photo globalement tous ensemble. D'accord. On souhaite tous ensemble. Ok, merci. Nous, on était encore enfants lorsque vous avez fait la découverte, ou bien je ne sais pas, on ne connaît même pas. Mais on nous a averti le mercredi passé qu'une grande personnage qui va venir passer par ici. Et on nous a dit que c'est le professeur Michel Burnet. Peut-être beaucoup de gens ici ne connaissent pas votre nom, donc j'aimerais rappeler aux gens. Et on vous remercie. Mais est-ce que lorsque vous êtes venu au Tchad, avant d'avoir quitté votre pays, la France, pour venir au Tchad chercher Toumaï, est-ce que c'était le but de venir chercher Toumaï? Ou bien vous êtes venu dans un autre but et puis bouf, vous avez découvert le crâne de Toumaï et vous lui avez donné un nom. Donc je voudrais savoir comment le but vraiment de votre recherche qui vous a fait jusqu'à tomber sur Toumaï. Je m'excuse si la question n'était pas bien formulée. Non, si, parfaitement. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre. Allez-y, merci. Je suis venu au Tchad. Alors, avant de vous dire pourquoi je suis venu au Tchad et comment, il faut vous dire que d'abord que je suis parti un jour pour vivre mes rêves. Et mes rêves, c'était de trouver le plus ancien d'entre nous. Entre le moment où je suis parti et le moment où, avec mon équipe, j'ai trouvé Toumaï, il s'est écoulé, un quart de siècle, 25 ans. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux champignons, ça marche assez bien en France, ici sûrement moins, mais si vous êtes allé chercher quelque chose de particulier dans la nature, imaginez 25 ans avant de trouver le premier. 25 ans. Et tout le monde disait, c'est pas possible. Le berceau, c'est à l'est de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya. Bon. Alors pourquoi je suis venu en Afrique? Je ne suis pas venu en Afrique au départ. Parce que le berceau de l'humanité, un grand préhistorien français parlait du berceau à roulettes de l'humanité.
On le transportait de l'Asie. D'abord, au départ, on a pensé à l'Europe, puis on l'a emmené en Asie, et enfin on l'a emmené en Afrique orientale. Là maintenant, je l'ai poussé avec mon équipe en Afrique occidentale, à l'ouest du Grand Rift africain. Pourquoi? Parce que le Tchad est un pays où les ressources en eau ne sont pas si importantes que cela, et des hydrogéologues, notamment des hydrogéologues français du BRGM, ont travaillé au Tchad pendant longtemps, simplement pour creuser des puits. Et tout ceci à une époque où on ne faisait pas de la géologie avec des 4x4 Toyota. On faisait de la géologie avec des dromadaires. C'est-à-dire qu'on avait le temps de voir les choses. Ces gens-là ont trouvé des fossiles. Ces fossiles, ils ont été publiés par eux et Coppens dans les années 60, un peu avant. Puis Coppens est venu au Tchad faire son service militaire. C'est là qu'il a trouvé le Tchadanthrope, Tchadanthrope uxoris. Mais il s'est révélé que le Tchadanthrope était très récent, de l'ordre de 10 000 ans, et pas du tout un préhumain ancien. Mais il y avait toute une faune, toute la faune qui était publiée était une faune qui ressemblait beaucoup à celle qui était associée à Lucie en Afrique orientale. Cela me montrait que, quelque part, il y avait sûrement des choses à faire. C'est pour ça que je suis venu au Tchad. On a commencé par trouver Abel. On l'a daté à 3,5 millions d'années. C'était le premier préhumain connu à l'ouest du Grand Rift africain. Il est tchadien. Abel parce que pendant tout ce temps, j'ai connu un drame dans mon équipe. Abel était un ami, un collègue, un ami très proche. Il est mort en mission, avant qu'on trouve. Et j'ai cru qu'il était important de laisser son nom à notre première découverte. Il avait donné sa vie pour ça. Il avait 5 enfants, tous en scolarité, et il n'a jamais vu, jamais su, j'espère que si, peut-être, où il est, qu'on l'avait trouvé. Tant qu'à Toumaï, les choses se sont passées différemment. C'est une belle histoire. Dans mon équipe, le meilleur chasseur de fossiles était un étudiant tchadien, Haounta. Et un jour, je les avais laissés au camp de base et moi, je suis allé voir plus loin. C'était en 97. Et j'ai trouvé des sites plus anciens, qui sont devenus les sites où on a trouvé Toumaï. Et je me souviens, quand je suis rentré au camp de base, le soir, au coin du feu, j'avais dit à l'équipe, on a les sites pour trouver le plus ancien, mais c'est toi, Haounta, qui le trouvera. Et celui qui a regardé le premier dans les yeux, Toumaï, sur le terrain, c'est Haounta. Alors maintenant, pourquoi Toumaï? Puisque vous avez demandé qui a donné le nom, ce n'est pas moi.
Vous pensez bien que quand on trouve le plus ancien représentant de notre famille, de la famille humaine, c'est une découverte qui dépasse ma propre personne, qui dépasse l'équipe. C'est une découverte qui relève du Tchad, du pays où il a été trouvé. J'ai donc demandé une audience au président Idriss Déby. Je lui ai été lui montrer le crâne et je lui ai demandé de proposer un nom. Il m'a tout de suite répondu immédiatement. Non, non, non. Vous avez déjà nommé Abel. C'était très bien. Nommez aussi celui-là. Je lui dis, président, non. C'est à vous de le nommer. Celui-là, c'est le plus ancien d'entre nous. Alors il m'a regardé en souriant et il m'a dit, ok, Toumaï. Je lui ai d'abord demandé comment ça s'écrivait. Je lui ai ensuite demandé la signification. Il m'a dit, c'est un mot de la langue gorane qui signifie espoir de vie. Et il m'a ensuite expliqué que les Goranes appelaient, les nomades Goranes appelaient leurs petits-enfants qui naissaient avant la saison sèche, ils leur donnaient Toumaï comme prénom, espoir de vie, parce que avant la saison sèche, l'espoir de vie était plus faible que si on naissait au moment de la saison des pluies, forcément. Voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée. Alors après, bon, il y a eu plein de choses, hein, mais je pense, et je suis très fier de ça, c'est que quand je suis arrivé au Tchad, le Tchad était connu pour un pays qui avait fait beaucoup la guerre. Et la guerre, c'est épouvantable. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. La guerre, jamais la guerre, jamais la guerre. Tout mais pas la guerre. Et maintenant, je suis très fier parce que quand on parle du Tchad, à 10 000 kilomètres d'ici, Tchad, ah oui, le pays de Toumaï. Et celui qui a fait la meilleure publicité autour de cela, c'est le président Idriss Déby. Il a beaucoup parlé à travers le monde de Toumaï. Et vous êtes maintenant les enfants du pays de Toumaï. Bon. J'ai répondu à vos questions? Merci. Ah ouais. Ouais.